Donc, bonjour à tous et bienvenue à la convention exceptionnelle de la SFEN sur le thème face à la crise de la Covid-19, s'adapter, évoluer. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir pour le premier des 9 modules qui se dérouleront au cours de la semaine, tous les jours, à midi et en fin d'après-midi. Donc, c'est une convention exceptionnelle à 2 titres. Nous avons déjà eu une convention cette année au mois de février avant la crise sanitaire, mais c'est une tradition à la SFEN quand il y a un grand événement qui touche la filière, pour les différents acteurs de se réunir et de faire le point. Alors, cette convention se déroulera de manière entièrement virtuelle, ce qui me dispense de rappeler les instructions de sûreté, mais ce qui va aussi permettre au plus grand nombre d'y assister partout en France. Nous avons au total 550 personnes inscrites. Donc, sur les 9 modules, nous allons accueillir 25 intervenants qui vont nous permettre de couvrir de très nombreux angles de cette crise. La résilience pendant la crise pour les exploitants français et à l'étranger, la gestion le jour de la crise avec les pouvoirs publics, les innovations qui ont été développées pendant la crise, en particulier sur les enjeux de compétences et sur les enjeux d'inspection à distance, la résilience du système électrique et l'agilité du parc nucléaire pendant la crise, et puis la robustesse de nos chaînes d'approvisionnement. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour la session inaugurale Étienne Dutheil, qui est directeur de la division production nucléaire chez EDF, et Philippe Noreux, qui est directeur général d'Orano et qui est aussi ancien président de la SFEN. Alors, l'universitaire Stephen Flynn propose 5 critères pour analyser la résilience d'un système: la solidité, robustness, pour résister à l'événement; l'agilité, resourcefulness, pour adapter son organisation; la capacité de rétablissement, rapid recovery, pour revenir rapidement à la normale; l'apprentissage, learning, et la redondance, redundancy, c'est-à-dire la réplication d'infrastructures essentielles. Donc, j'ai 3 questions à poser à Étienne et à Philippe. Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés? Quelles solutions avez-vous mises en place? Et comment allez-vous faire pour faire évoluer vos organisations? Alors, quelques petites questions logistiques. Donc, Étienne et Philippe vont commencer par faire des commentaires sur ces 3 questions. Et puis ensuite, on aura une session de questions-réponses. Alors, pour poser vos questions, vous devez cliquer à droite sur l'onglet Q et R, voilà, et poser des questions. Alors, vous pouvez voter pour des questions qui ont déjà été posées, et auquel cas, les questions remontent en haut de la pile. Voilà. Donc, vous pouvez déjà commencer à poser des questions, et je passe la parole à Étienne. Merci Valérie. Bonjour à tous et merci à la SFEN de nous avoir donné l'opportunité d'avoir cet échange sur la gestion de la crise Covid. Alors, d'abord, pour nous comme pour vous tous, je pense que cette crise a été un moment d'exceptionnelle intensité au cours duquel nous avons eu à nous adapter extrêmement rapidement et à prendre une foule de décisions de portée très diverses, de manière à pouvoir répondre aux problèmes qui étaient devant nous, qui est le problème que nous avons eu à résoudre, qui était finalement comment, par le fonctionnement du parc nucléaire, assurer la continuité de notre mission de service public de fourniture d'électricité, en toute sûreté, évidemment, en toute sécurité pour les intervenants, dans un contexte où une grande partie des activités économiques du pays étaient à l'arrêt. Alors, la réponse à ce problème est caractérisée par le fait qu'elle couvre des aspects extrêmement différents, multiples, qu'il a fallu gérer de concert et en cohérence. Il y a évidemment des questions sanitaires qui se sont posées, des questions techniques, des questions d'organisation, des questions sociales aussi, des questions managériales, et puis des questions qui relèvent de la relation partenariale avec nos partenaires industriels. Nous ne sommes pas partis d'une page blanche pour traiter toutes ces questions. Bien évidemment, nous n'avions pas la procédure en magasin qui permettait de gérer une crise sanitaire et singulièrement celle du Covid-19.
ça serait complètement présomptueux de le dire, et de toute façon, vous ne me croiriez pas, vous auriez raison. Mais nous avions un plan de continuité d'activité qui nous a fourni une base de départ qui, même si elle était succincte avec le recul, s'est révélée utile. Et je pense que c'est une des leçons à retenir de la gestion de cette crise, c'est que partir d'une base existante, même imparfaite, même peu précise, c'est quand même, lorsque l'on démarre dans la période de gestion de crise, un facteur sur lequel on peut s'appuyer, un facteur de réassurance qui est extrêmement important. Alors, très rapidement, nous avons mis en place une organisation de crise qui était propre au parc nucléaire, mais qui était en lien avec l'organisation de crise mise en place par l'entreprise pour gérer la crise sanitaire. Et toutes les décisions qui concernaient la gestion de la crise sanitaire passaient par cet organe unique qui était loti de manière à traiter deux horizons de temps différents. Nous avions dans notre équipe de crise des gens qui étaient en charge de sujets extrêmement concrets comme les mesures sanitaires ou comme la programmation des activités, des arrêts, etc. Et puis nous avions également une équipe qui était en charge d'imaginer le coup d'après, une équipe prospective qui nous a beaucoup aidés pour essayer de s'extraire du temps réel et de tenter, autant que faire se peut, de prendre un coup d'avance. Alors oui, autre point extrêmement important, dans notre mode de fonctionnement, nous avons considérablement renforcé les liens entre les niveaux de management durant cette crise, avec par exemple pour ce qui relève de la gouvernance de la division production nucléaire, la mise en place de 3 audios par semaine avec les directeurs d'unité qui nous permettaient de préparer nos décisions, d'expliquer les décisions lorsqu'elles étaient prises, de les accompagner et puis de noter ou de répondre en direct aux différents points qui étaient soulevés par les directeurs d'unité. Donc je pense que cette cohésion du management, cette cohésion du niveau direction a été un facteur très important pour nous permettre de traverser la crise sanitaire en bon ordre. Alors, je vais aller rapidement sur les différents points que j'ai évoqués tout à l'heure. Il y a évidemment un enjeu sanitaire important qui s'est posé, puisque nous devions garantir la sécurité de nos intervenants qui devaient continuer à venir travailler pour assurer la continuité du service public. Donc, la manière de travailler sur les sites a été revue en profondeur avec la mise en place de mesures barrières que nous avons fait évoluer au fur et à mesure du temps, de façon à garantir en premier lieu une distance sociale permettant d'éviter la contamination par le virus. Nous avons adapté les modalités de restauration. Nous avons eu à faire face à toutes sortes de problèmes très pratiques. Comment utiliser par exemple les vestiaires d'accès en zone contrôlée. Nous avons condamné un casier sur 2 ou autre. Nous avons organisé des files d'attente. Bref, tous les flux à l'intérieur des sites et tout ce qui relève des points de congestion ont été organisés de façon à éviter une trop forte densité de personnes au même endroit, au même moment, dans le même lieu, de façon à pouvoir en permanence garantir, autant que faire se peut, les mesures barrières qui étaient vues avant même que l'on ait à disposition les masques, qui étaient vus comme étant la première ligne de défense par rapport au risque de contamination. Donc ce travail était un travail extrêmement important, mis en place par les sites avec l'appui de leurs partenaires industriels dans le domaine de la logistique d'ailleurs, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est toujours en vigueur au demeurant, et qui a vraiment été notre première ligne de barrière. Mais je voudrais insister sur la très grande profondeur du travail qui a été fait, puisque il a fallu s'occuper de la façon dont les gens circulaient et stationnaient sur les sites dans les moindres détails. Ensuite, la réponse a été organisationnelle parce que nous avons adapté nos organisations du travail de manière, là aussi, à limiter le risque de propagation. Avec un point qui s'est posé assez rapidement et qui était assez central, qui était finalement se dire certaines compétences sur les sites sont des compétences rares. Je pense en particulier aux équipes de conduite. Comment fait-on pour éviter de perdre
entre guillemets, des pans entiers de ces compétences rares du fait de la propagation du virus. Et donc, nous avons revu nos organisations du travail de manière à garantir qu'une partie, à nous assurer finalement une réserve de ces compétences rares avec des gens qui étaient chez eux et confinés, donc protégés, pendant que d'autres continuaient à venir travailler avec évidemment des protections qui sont celles des mesures barrières que j'ai décrites tout à l'heure. Très concrètement, ça nous a conduit à passer nos équipes de CAR, conduite et protection de site, de 7 à 5 équipes, 7 ou parfois 6 à 5 équipes, de manière à dégager un volant de personnes susceptibles de remplacer une équipe qui, par exemple, aurait été totalement mise hors d'état de travailler du fait de la présence de cas de contamination dans l'équipe ou tout simplement de cas contacts qui obligeaient à placer les gens en quatorzaine. Cela s'est fait très très rapidement. Nous avons travaillé à garder une cohésion, une cohérence dans la mise en œuvre pratique de ce changement d'organisation. Je pense qu'en dehors de périodes de crise, si nous avions voulu passer de 7 à 5 équipes, les équipes de CAR à EDF, il aurait fallu à peu près 2 ans de négociation avant peut-être qu'on s'aperçoive que ce n'était pas possible. Là, c'était fait en 10 jours. Donc, mais le sens a été porté évidemment. Les changements d'organisation également concernaient les gens qui viennent travailler à la journée. Nous avons fait en sorte que les horaires d'arrivée sur les sites soient décalés, répartis sur une plus grande période que ce que nous avons l'habitude de connaître. Normalement, tout le monde arrive entre 7h et 8h. Là, nous avons un peu élargi cette période de manière à ce que tout le monde n'arrive pas au même moment, qu'il n'y ait pas des queues monstrueuses à l'entrée des sites et que tout le monde n'arrive pas aussi dans les mêmes vestiaires au même moment où là, il y aurait eu un engorgement très important. Nous avons également protégé les équipes d'astreinte en les groupant en deux parties, une équipe A, une équipe B. L'équipe A était sur site ou en partie en télétravail. L'équipe B était entièrement en télétravail de manière à ce que les gens ne se croisent pas. Je viens d'évoquer le télétravail, c'est évidemment un changement d'organisation qui a été porté à très grande échelle. Nous avons mis en place nous avons placé en travail occasionnel à distance plusieurs milliers de personnes en, là aussi, une dizaine de jours avec un équipement massif de nos salariés de manière à leur permettre de travailler à distance de chez eux durant la période de confinement. Donc des changements organisationnels extrêmement profonds. La réponse a également été une réponse sociale, parce qu'il a fallu assurer la cohésion du corps social dans un contexte qui était extrêmement anxiogène. Il fallait continuer à venir travailler dans une période où le mot d'ordre, c'était plutôt de rester chez soi. Il a fallu également assurer un accompagnement des mesures parfois drastiques, voire un peu brutales, dont je viens de parler, en l'occurrence des changements très rapides dans l'organisation des roulements. Tout ça passe à la fois par une explication portée par le management, d'où l'importance de conserver cette cohésion, mais aussi par un travail important fait avec les partenaires sociaux, dont le poids EDF est majeur. Ce travail d'accompagnement auprès des partenaires sociaux, des mesures qui étaient prises sur les sites, nous a permis aussi, je pense, de traverser la crise dans des conditions qui sont, du point de vue de la cohésion du corps social, relativement satisfaisantes. Il y a également eu un sujet technique extrêmement important parce que, et c'est peut-être la partie la plus visible, la crise sanitaire a conduit à reconsidérer en profondeur notre programme de production et en creux notre programme d'arrêt de tranche. Alors, reconsidérer notre programme de production parce que d'abord, la consommation a fortement chuté. Et dans le mix énergétique qui est le nôtre aujourd'hui, ce sont les moyens de production pilotables qui ont absorbé la totalité de l'évolution de la consommation, puisque les moyens de production intermittents, eux, ont continué à produire, j'allais dire, comme si de rien n'était. Si je dis autrement, quand il y avait beaucoup de soleil, il y avait beaucoup de photovoltaïque. Quand il y avait beaucoup de vent, il y avait beaucoup d'éolien, indépendamment des variations qui étaient très importantes de la demande. Donc le parc nucléaire a dû complètement adapter son programme de production, ce qui nous a amené à la fois à solliciter, j'allais dire, sur toute leur amplitude, les capacités de modulation de nos tranches nucléaires, et elles ont répondu présent, mais ça a également nécessité la revisite de tout notre programme d'arrêt de tranche, puisque ce programme avait été conçu avec un profil de consommation classique, et ça n'était plus à l'ordre du jour.
Et puis, deuxième facteur, c'est que nos activités, du fait de la mise en place des mesures barrières, du fait d'une moindre disponibilité de nos compétences des personnes, eh bien, nos activités se sont déroulées sur un rythme qui était moins élevé que le rythme habituel. Nous avons perdu en productivité du fait de la mise en place de toutes ces mesures. Et donc, nous avons été obligés de considérer des durées d'arrêt de tranche plus importantes que d'habitude. Et la projection que nous avons faite de ces durées d'arrêt qui augmentaient a montré que nous étions en risque sur la partie hivernale de l'année, risque de ne pas être à la hauteur des besoins d'électricité. Donc, nous avons complètement revu notre programme d'arrêt de tranche de manière à dégager des moyens de production suffisants dans un contexte où les arrêts de tranche dureraient plus longtemps, des moyens de production suffisants durant l'hiver. Donc, ce travail a été fait en mai, juin, début juillet. C'est un travail qui nous a conduit à revoir en profondeur notre programme d'activité pluriannuelle, puisque du fait des cycles de production, des cycles combustibles, quand on déplace un arrêt en 2020, et bien forcément, on le déplace aussi en 2021, 2022. Mais c'était absolument nécessaire pour que les moyens de production soient disponibles au moment où on avait le plus besoin, c'est-à-dire en hiver, dans un contexte où les arrêts de tranche se déroulaient d'une manière différente de ce que nous avions prévu, et dans un contexte aussi de moindre demande d'électricité durant tout le printemps. Ce travail-là, évidemment, était extrêmement important, et c'est une adaptation majeure que nous avons dû faire. Ça renvoie à la dimension partenariale. Il a fallu accompagner nos partenaires industriels durant toute cette période. Nous avons essayé de le faire du mieux possible, c'est-à-dire en imaginant des modalités de travail avec eux, de communication avec eux que nous n'avions pas l'habitude d'utiliser. Là aussi, ça passait par des audioconférences que nous avons tenues à un rythme assez soutenu, et puis ensuite, ils se sont un petit peu espacés parce qu'il y en avait moins besoin. Il s'agissait là aussi d'expliquer la nature des mesures barrières, parfois en rentrant vraiment dans le détail, parce qu'il y avait des questions légitimes des équipes, expliquer la nature des mesures barrières, expliquer aussi, donner de la visibilité sur la revisite de notre programme d'arrêt de tranche qui était extrêmement structurante pour le plan de charge de tous nos partenaires industriels et qui l'est toujours au demeurant durant cette période. Et puis nous avions mis en place des modalités, alors c'est tout bête, hein, c'est une boîte aux lettres mail qui permettait à nos partenaires industriels de poser à l'avance des questions qu'ils souhaitaient traiter dans ces réunions plénières où eh bien, il y avait l'avantage de pouvoir nous écouter tous ensemble. Et puis, dernier point, et qui n'est pas le moindre, qui est là une dimension managériale et qui relève de la sûreté en exploitation. Dans cet environnement extrêmement perturbé, où il a fallu inventer des organisations en permanence, où la dimension sécurité a pris une place particulièrement importante du fait des problématiques sanitaires que nous avions à résoudre, eh bien, il fallait faire attention de ne pas perdre de vue l'enjeu majeur qui est celui de notre industrie, qui est la sûreté nucléaire. Comment la sûreté ne pâtit pas de l'attention, de la focalisation qui peut être donnée à des aspects un peu différents de nos métiers du fait des circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire. Là aussi, le mot d'ordre, ça a été de réfléchir tous ensemble pour garder une cohésion à l'ensemble du parc nucléaire, et nous avons mené, à distance bien évidemment, une réflexion assez approfondie sur les fondamentaux de la sûreté nucléaire dans une période de crise sanitaire. Ce travail a été fait en commun avec la direction du parc nucléaire et les directeurs d'unité ou les chefs de mission sûreté qualité de tous les sites, mais tous les sites ont contribué à l'élaboration d'une sorte de charte qui listait 5 points fondamentaux de la sûreté nucléaire en période de Covid, relevant par exemple de la prise de décision, de l'attention particulière apportée au risque de fraude que nous voyons, que nous avons vu grandir dans une période extrêmement perturbée, la nécessité d'un maintien de nos plans d'action de fond sur la maîtrise des arrêts automatiques réacteurs ou des non-conformités aux spécifications techniques d'exploitation et autres, quelques points clés absolument fondamentaux qui nous ont paru comme étant absolument fondamentaux durant cette période Covid et qui ont servi à échanger ensuite au sein des unités, au sein des équipes sur les points qui étaient vraiment à ne pas perdre de vue de manière à ce que la sûreté nucléaire soit toujours portée au bon niveau. Et puis nous avons fait un exercice un peu similaire en sortie, si je puis dire, de confinement, en disant mais finalement quels sont les points clés de la sûreté qui sont devant nous durant une période où nous allons reprendre les activités, et il ne faut pas les reprendre de manière désordonnée, il faut les reprendre en gardant évidemment la maîtrise de notre
programme industriel. Ce travail sur la sûreté a été un point, de mon point de vue, très très important durant la période pour la gestion de la crise Covid. Et en toute humilité, nous l'avons traversé de manière plutôt satisfaisante sur le plan de la sûreté, puisque nos résultats n'ont pas été affectés par la crise sanitaire. Certains même se sont fortement améliorés. Et il y a peut-être quelques effets des mesures que nous avions prises, en particulier la sanctuarisation des salles de commande, qui a, pour des raisons sanitaires, beaucoup progressé durant la période de crise et dont on voit les aspects bénéfiques, y compris sur le plan de la sûreté. Et ça fait partie des éléments que nous avons retenus comme étant des éléments sur lesquels nous devons travailler pour les pérenniser, même en dehors de la période de crise. Ça fait partie de ce que nous a appris, si je puis dire, cette crise, appris ou plutôt convaincu du fait qu'il fallait pousser davantage. Et pour terminer mon propos, je voudrais dire que finalement, avec le recul, la mise en œuvre de mesures sanitaires qui sont parfois extrêmement contraignantes a été réalisée de manière plutôt satisfaisante, avec une bonne adhésion des gens. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des écarts ici ou là, mais globalement, toutes ces mesures ont été bien comprises et bien respectées. Et je pense que nous avons bénéficié pour cela de la culture du risque des gens qui travaillent sur le parc nucléaire, et en particulier de leur culture en matière de radioprotection, puisque finalement, se protéger des rayonnements ionisants, c'est se protéger d'un danger que l'on ne voit pas. Le virus est lui-même un danger que l'on ne voit pas. Les mesures barrières et la radioprotection, vous avez quand même beaucoup de points communs. Et notre culture radioprotection a certainement été un atout pour traverser en bon ordre cette période de crise qui a été évidemment un moment exceptionnel sur lequel nous avons eu la chance de rester soudés autour de nos enjeux principaux, de nos enjeux de sûreté et de nos enjeux de service public. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Beaucoup. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Étienne. Donc, je vous invite aussi, je vois qu'il y a des questions qui arrivent, à poser des questions dans l'onglet QR à droite. Voilà, et vous pouvez aussi voter pour des questions qui ont été déjà posées, pour que les questions remontent dans l'ordre de passage et de priorité. Philippe, un point sur la résilience chez Orano. Oui, bonjour à tous. Merci Valérie. Je vais essayer de faire des compléments à ce qu'a dit Étienne. Il y a beaucoup de points communs chez Orano, à commencer par de grands classiques de la gestion de crise. Étienne a dit ne pas être présomptueux dans tout ce que je vais dire. Il y a pas mal de choses qui ont bien marché, mais restons humbles, pas seulement parce que la crise n'est pas finie, mais aussi parce que d'autres pourraient nous prendre plus à revers. C'est vrai que quand on se compare, et je ferai quelques allusions à d'autres filières industrielles, le nucléaire a plutôt bien résisté, mais restons humbles par rapport à ça et par rapport à tous ceux qui ont des crises à gérer. Et le deuxième point classique, c'est effectivement la logistique. Avant de parler de sanitaire, Étienne l'a mentionné, mais c'est sûr que les salles de crise ont été créées très vite. On avait un point quotidien en comité exécutif de la veille active. Donc, en tous ces aspects auxquels on s'entraîne dans les exercices de crise, dans ce qu'on appelle les bacs à sable, c'est sûr que quand tous ces moyens de communication et d'organisation sont déjà entraînés, c'est beaucoup plus efficace. Donc je ne m'attarderai pas dessus, mais c'est quand même assez fondamental, et on avait à la fois cette chance de cet entraînement auquel on s'était préparé. Ensuite, on est rentré dans la crise avec trois objectifs. La sûreté, bien sûr, et Étienne en a parlé, la santé de nos salariés. Et puis, pour nous, c'était indirect, donc de contribuer à l'alimentation du pays en électricité par les services qu'on pouvait fournir à EDF. Bien entendu, EDF a des stocks de combustible, mais néanmoins, il y a des moments où, au début, EDF ne savait pas si les usines du combustible en Europe allaient toutes s'arrêter en même temps, auquel cas ça aurait été un peu plus délicat. Et surtout, ça a donné du sens à nos salariés, pouvoir expliquer que s'ils étaient mobilisés, c'était pour produire de l'électricité, même indirectement, pour les hôpitaux, pour les gens qui étaient chez eux. Ça a été porteur extrêmement de sens, j'y reviendrai au moment du dialogue social. En tout cas, ça a été un point, ce troisième axe, la continuité d'activité, via les plans de continuité dont parlait Étienne, les PCA,
et tout ce qui en a découlé. Ça a été un point très très fort qui a guidé ensuite les décisions dont on peut voir sur le slide suivant les principaux aspects. Alors, je ne reviendrai pas sur les mesures sanitaires puisque Étienne en a parlé de tous ces détails qu'il a fallu fixer. 2 points en complément. Ça a été fait de manière coordonnée, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'échanges avec EDF là-dessus et avec des entreprises sous-traitantes auxquelles on fournissait du matériel sur nos sites. Donc, j'insiste beaucoup sur le fait que la filière a répondu de manière commune. On a eu d'ailleurs même des visios avec la ministre là-dessus où nous étions tous alignés. C'était très important, voilà, et ça a bien fonctionné, à la fois en direct entre les exploitants et puis avec le GIFEN. Et puis, un deuxième aspect, je pense qu'une des forces de la filière, moi j'ai ressenti chez Orano, c'est le dialogue avec les médecins. Ça vient peut-être de la culture radioprotection, mais quand je compare à d'autres filières industrielles ou de filières économiques en général, j'étais avec des patrons encore la semaine dernière qui me disaient avoir eu un dialogue vraiment très très compliqué avec les médecins. Hein. La médecine a montré que voilà, il n'y avait pas d'avis unique sur un sujet, que c'était très compliqué du coup pour le management si la médecine interne et externe n'était pas alignée. Et la filière a pu montrer qu'elle avait un bon dialogue avec ses médecins et du coup à la fois sur les mesures barrières, mais ensuite quand les tests sont apparus, les doctrines à appliquer en cas de test positif, de retour dans l'emploi ou pas, un bon alignement. Et ça nous a certainement aidé et ça continue. Alors, le deuxième point sur l'organisation du travail, un point complémentaire à ce qu'a dit Étienne, on a fait effectivement le management au-delà des équipes. Le management s'est mis en quart dans les usines en 2-8 week-end, ce qui veut dire qu'il y avait toujours un membre du comité de direction ou du management auprès des équipes. Bon, ça s'est fait très vite. Ce qui est intéressant, c'est de voir le changement managérial que ça a déclenché, parce que d'une part, ça a amené de la sérénité dans la salle de conduite. Ça a participé, comme le disait Étienne tout à l'heure, à l'amélioration de la sûreté. Et les opérateurs étaient vraiment très heureux pour quelque chose d'assez simple, c'est qu'ils avaient un chef et un seul. Et donc, quand ils avaient une décision à prendre, elle était prise vite, d'une part. Et d'autre part, mais bien sûr, ça ne touche qu'Orano, ça ne toucherait pas d'autres entreprises, en tout cas, je ne me prononce pas. Il n'y avait pas 3 ou 4 autres chefs dans la journée qui venaient dire autre chose. Et ça, c'est une expérience très positive. Et on est encore en train de travailler dessus pour être sûr que l'on maintienne à la fois ces circuits de décision rapides, efficaces. Bon, en même temps, ça permet de gérer des opérations, de la production. Ça ne permet pas de mener des opérations de transformation sur le long terme quand on a un management aussi peu nombreux pour mener notamment les projets de transformation, qu'ils soient techniques ou humains. Mais c'est intéressant en termes de réaction. Encore une fois, grande sérénité en salle de conduite, décision efficace pour la production et non-contradiction. Donc ça interroge sur nos modes de management en temps normal. Parce que, s'il y avait un seul manager présent sur site, c'est parce qu'on a atteint jusqu'à 50% de personnes en télétravail avec un très gros switch très rapide. Les sites parisiens fermés, c'est sûr que là, tous les aspects digitaux. Et c'est vrai que sur les sites parisiens, on avait un peu l'habitude, puisqu'on est en flex office, personne n'a de bureau individuel. Et donc, beaucoup d'entre nous fondaient complètement sur leur ordinateur pour avoir tous leurs documents. Donc, le switch, ça a pu se faire très, très vite. Inversement, même si on réfléchit à l'extension du télétravail, on n'ira pas comme les entreprises comme Peugeot l'ont annoncé à 5 jours de télétravail par semaine très rapidement. Pour nous et puis pour moi, l'entreprise, ça reste un projet collectif. Et pour tout ce qui est innovation, brainstorming, on a même des nouveaux salariés qui ont reçu leur ordinateur par la poste et qui n'ont vu que des gens en vidéo pendant 3 mois. Hein. Donc, pour la culture de l'entreprise, le faire tout à distance, c'est pas non plus parfait, même si ça nous amène à des décisions immobilières assez radicales. Ensuite, le lien avec les salariés et le dialogue social. Et on a descendu jusqu'à 80% du niveau de production, je dirais, équivalent au niveau mondial. Il y a des endroits où on a dû protéger nos salariés
particulier au Canada. En France, c'est les personnes fragiles qui nous ont amenés à arrêter un atelier de La Hague. Il fallait les protéger. Mais le corps social s'est très rapidement mobilisé. On n'avait plus les rassurer par les mesures sanitaires. Le dialogue social, notamment avec certains membres d'une organisation syndicale, a été très heurté au début. Lettres de menaces individuelles, appel à la presse, appel à la grève, bazar en salle de conduite. Mais ça n'a jamais pris. C'est un enseignement quand même assez fort pour les crises. On a fait le retour d'expérience avec les organisations concernées. Et finalement, un accord social signé de manière unanime pour toutes les conditions de primes sur site et d'activité partielle. Sur les 13 000 salariés France, on a eu 2 000 salariés qui ont été au maximum en activité partielle, essentiellement des chantiers de démantèlement ou de maintenance non urgents, que ce soit en interne ou en externe, plus en externe d'ailleurs. Donc finalement, cet accord il a été signé à l'unanimité. Et puis, il prévoyait quelque chose qui est, pour moi, qui était important, et là aussi, qui a été signé unanimement. L'accord de la métallurgie prévoit que les cadres et non-cadres sont indemnisés différemment en termes d'activité partielle. Les cadres à 100%, les non-cadres beaucoup moins. Et on a convergé sur un taux unique pour tous les salariés, parce que je pense que c'est extrêmement important dans ces cas-là qu'il n'y ait pas de coupure, et d'une façon générale dans l'entreprise en général, mais en particulier dans l'entreprise, il n'y ait pas des coupures entre les personnes présentes, les personnes en télétravail, et cadres et non-cadres. Enfin, dernier aspect, on a souhaité faire tout cela de manière solidaire. J'ai parlé de la solidarité avec interexploitants et de la coordination interexploitants, mais avec le GIFEN, fournir du matériel au nom des grands donneurs d'ordre pour les PME. Une initiative Orano Solidaire où on a abondé les dons des salariés pour les entreprises, des personnes de première ligne, donner des masques qu'on avait commandés en avance autour de nous, des tenues, puisque par nature de nos métiers, on avait des blouses et des tenues intégrales. Donc on a pu donner, que ce soit aux hôpitaux militaires, aux ambulanciers ou aux pompiers proches de nos sites, évidemment dans la mesure où on n'était pas réquisitionné. Je pense que c'était important dans cette phase où les entreprises avaient finalement plus de marge de manœuvre parfois que les administrations, que les entreprises prennent leur rôle. Et c'est d'ailleurs une attente de la société qui est apparue dans la crise. Bon, il faut voir, chacun doit rester à sa place. On n'a pas de mission d'ordre public, mais on peut tout à fait intervenir, je dirais, dans la cité avec nos propres moyens. Et ça a été très apprécié. Nos salariés, qui étaient soit pompiers volontaires parfois, ou nos salariés qui ont fabriqué des masques, comme beaucoup d'entreprises. Tout ça a été très apprécié et je pense qu'il faudra que l'industrie nucléaire sera encore plus appréciée dans les temps qui viennent. Alors, on peut enlever les slides de 5 minutes. Aujourd'hui, si on peut faire le point à date, c'est au Canada que les dernières activités doivent reprendre, puisque les mines du Canada s'étaient arrêtées. On opère dans le Grand Nord canadien avec, pour les personnels, le seul moyen de rejoindre les sites, c'est l'avion. Et ce sont pour la moitié des personnes issues des premières tribus, donc qui sont fragiles et qui n'ont pas d'infrastructure de santé très très forte, sauf à prendre l'avion. Donc du coup, ces communautés s'étaient fermées et la mine et l'usine s'étaient arrêtées. Donc elles sont en train de reprendre là, sur cette première partie de septembre. Et pour le reste, toutes les autres activités ont repris. On reste très attentif, puisqu'on déclare aujourd'hui notre première contamination au sein d'une équipe. On a eu des cas de Covid, bien sûr, mais là, plusieurs cas au sein de la même équipe. Donc, au Tricastin, on le déclare aujourd'hui. Donc, ça nécessite toujours de faire extrêmement attention. Et voilà, l'attention continue, même si le niveau d'activité a bien repris. Je pense que on a vu là, si on essaie de se projeter, ce qui est très très dur, mais là aussi, ce que je vais dire, je reste très humble, mais c'est aussi pour ouvrir quelques questions. Je me suis permis d'insister beaucoup sur la dimension humaine. D'une façon générale, on a l'impression que la crise amplifie des tendances qui existaient avant. On ne peut pas dire qu'il y ait des virages à 180 ou à 90 degrés, puisqu'on voit qui a été prise. Clairement, une tendance pour le bas carbone vers le virage, parce que dans cette crise,
les baisses des émissions, c'est ce qu'il faudrait faire chaque année. Mais on va se payer une Covid chaque année. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment là un virage, une prise de conscience qui doit être très, très forte. Mais vraiment, donc le bas carbone, certainement, mais vraiment l'humain. Et de ce point de vue-là, tout ce qui est ce sur quoi vraiment on approfondit, on se dit qu'il faut qu'on aille plus loin, c'est lié à l'intelligence collective, à la capacité, quand tu citais la robustesse, l'agilité, la capacité d'apprentissage, sont beaucoup de mécanismes collectifs. C'est-à-dire que si individuellement on le fait, dans une entreprise en situation de crise, c'est beaucoup moins percutant que quand on a partagé ensemble ces choses. Donc, et ça en donnant du sens. Donc, je le disais tout à l'heure, pouvoir dire qu'on participe avec nos petits moyens, nos petits bras, mais à fournir de l'électricité à nos concitoyens, ça donne beaucoup de sens. Et alors, donc sur le deuxième slide, si c'est moi qui l'affiche, voilà, le suivant. Voilà, vraiment finalement, on va accélérer, approfondir ce qu'on travaille sur le fait d'avoir des équipes qui sont fières et engagées et sur leurs compétences. D'abord, leur sentiment d'appartenance, le sens dont je parlais. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une minorité de gens, de salariés qui recommandaient Orano il y a encore 3 ans. On est passé à une courte majorité, donc continuer à travailler là-dessus. Mais d'une façon générale, travailler sur la façon dont, y compris à distance, on développe les compétences, on innove et on recrute. Montrer que la filière qui a réagi, qui a été robuste pendant cette crise, ça va forcément avoir des effets positifs sur le recrutement, mais ça a aussi des effets sur l'employabilité et l'évolution des métiers, puisque cette capacité à apprendre, à être agile, elle doit se travailler à froid pour être à chaud encore plus capable de réagir, et non seulement d'être robuste, mais même de tirer parti de la crise dans certaines façons. Donc pour nous, c'est vraiment des aspects extrêmement humains que l'on cherche à travailler, qui vont aussi jusqu'à le travail de la reconnaissance, le travail managérial. Et tout ça nous pousse plutôt, alors là aussi, ça ne nous fait pas prendre de virage à 180, mais ça nous pousse plutôt à aller plus vite. Et à se poser in fine une question. C'est la plus grosse crise depuis 1945, 1 million de morts. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses que l'on fait par inertie, et qui finalement ne sont pas utiles, et bien garder la proportion entre vraiment re-regarder l'impact à fond, y compris dans le dialogue avec nos autorités, qui est exigeant, qui est très bien, mais nous-mêmes, il faut qu'on ait notre idée. Tiens, ça, on le fait parce qu'on a toujours fait comme ça, mais est-ce que c'est vraiment utile en termes de coût, parce que le nucléaire doit être compétitif, en termes de sûreté, et est-ce que c'est vraiment proportionné aux enjeux, parce que dépenser des dizaines de millions pour des impacts à 20 000 ans, alors qu'il y a 1 million de morts cette année, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait faire d'abord en premier lieu? Ça nous amène à nous reposer quelques questions sur des dossiers serpents de mer, dont finalement l'utilité n'est pas forcément voilà, et se reconcentrer sur l'humain et l'agilité de l'organisation. Voilà ce que je voulais dire. Et merci. Merci beaucoup, Étienne, Philippe. Donc, on a des nombreuses questions qui arrivent. Donc, la première question, c'est de savoir si vous avez échangé avec d'autres exploitants nucléaires européens, alors par le biais de WANO ou en direct. Est-ce que d'autres exploitants ont mis en place des mesures que vous avez trouvées intéressantes? Oui, alors il y a eu de nombreux échanges durant toute la période de crise qui ont été organisés par WANO. Il faut du reste rendre hommage à l'action de WANO durant cette période qui nous a permis d'être en relation les uns avec les autres. Et ça, c'était extrêmement important pour les raisons que tu viens de citer, Valérie, c'est-à-dire prendre des bonnes idées chez les autres et puis s'assurer finalement à travers cette vision de ce que faisaient nos collègues, du fait que l'on était finalement pas dans l'erreur ou pas complètement décalé. Alors, moi, dans ces échanges, il y a quelques points qui m'ont frappé.
Le premier, c'est qu'il y a eu tout un débat chez nous sur la mise en place ou pas de mesures de température à l'entrée des sites. Hein. Et c'est un point qui a été tranché finalement avec nos experts médicaux, hein, avec la médecine du travail. On a choisi de ne pas le faire. La pratique chez nos collègues était plutôt de le faire. Donc c'est un point qui est rentré dans notre réflexion et évidemment la décision finale qui nous différenciait peut-être des autres a été prise en ayant aussi en tête que nous étions peut-être là en écart sur une pratique assez générale. Cela étant, notre décision était fondée sur un avis de nos médecins du travail, mais je trouve que c'est très intéressant de savoir ce que font les autres pour se challenger. Et j'ai été aussi frappé dans certains pays par la profondeur des mesures de protection prises à l'encontre prises vis-à-vis des personnes qui étaient en grand déplacé, de manière à s'assurer de leur confinement total, si je puis dire, lorsqu'elles étaient en déplacement sur site. Ce qui renvoie à la culture de chaque pays aussi, mais certains sont allés très très loin sur la protection des salariés déplacés durant les périodes où ils avaient à travailler sur les installations. On a vu aussi à travers ces échanges que certaines autorités dans certains pays avaient fixé des limites de nombre d'intervenants à ne pas dépasser sur chaque site, ce qui n'a pas été le cas chez nous. Hein, donc des approches un petit peu différentes. Quoi qu'il en soit, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, cette capacité d'échanger avec les collègues sous l'égide de WANO a été extrêmement utile, je trouve, dans une période où finalement nous avions besoin aussi de repères, et les repères viennent du partage avec les pairs. Donc un très beau travail de WANO en l'occurrence. Philippe, alors en plus, donc, sur Orano, vous avez des sites qui sont un peu éparpillés dans le monde, donc il y avait des challenges aussi particuliers internes et externes. Oui, avec certains avantages, notamment pour la logistique. C'est vrai qu'on a pu, pour nos collègues américains, les fournir en masque avant même que les États-Unis réalisent que ça allait devenir un sujet. Parfois des décisions, mais transparentes. Le benchmark, nous parlait Étienne, auquel on a participé, puisqu'on est membre de WANO. Ça permet aussi ensuite d'expliquer aux salariés, parce que sur la prise de température, on a été en test pendant très longtemps, et puis on continue de le faire. Ça a permis d'aller tester des réglementations type CNIL, etc., si un jour on a besoin. Mais aussi, on s'est aperçu que, et je suis d'accord avec Étienne, l'avis médical n'était pas formel sur le sujet. En revanche, dans la prise de décision, et ça on peut l'expliquer, nos salariés étaient demandeurs sur certains sites, ce qui n'est peut-être pas le cas sur les CNPE, parce que ça les rassurait. C'est-à-dire que ce n'est pas blanc ou noir, mais en revanche, il y avait un effet positif sur leur sérénité de le faire, de l'ouvrir cette possibilité. D'ailleurs, il n'y a pas d'obligation. Hein. On a souhaité le faire de manière volontaire, mais il y a une prise de température volontaire possible. Et ça avait un impact positif sur la sérénité, donc c'est pour ça qu'on a prolongé, sachant que ce n'est pas obligatoire. Mais voilà, c'est quand même c'est recommandé, et puis 90% des gens souhaitent le faire, et puis c'est tout à fait possible. Ce partage, il est fondamental, mais il faut pouvoir expliquer, et on a pu, grâce à la concertation, avoir les règles les plus communes possibles avec EDF, mais voilà, les vestiaires ne sont pas mis pareil, donc il faut bien toujours expliquer les différences. Le fait de connaître ce qui se passe ailleurs, ça permet non seulement de prendre les bonnes pratiques, mais aussi d'expliquer quand il y a des différences. Dernier point qui est plus l'inquiétude d'aujourd'hui, il y a des spécificités parfois pratiques, parfois culturelles. Et nos amis chinois qui ont été les premiers confrontés avaient mis des équipes vraiment à l'isolement pendant 14 jours. Et là, la question ne se posait pas tellement pendant le confinement. Aujourd'hui, ça reste quand même notre plus grande difficulté, puisque la plupart des cas de Covid sont des cas qui viennent de la sphère privée. Et là, aujourd'hui, moi, je ne serais pas en mesure de dire à des équipes, voilà, vous passez une semaine à l'hôtel avant de prendre vos jours, votre semaine, et ensuite votre semaine de permanence, entre deux quarts, vous êtes à l'hôtel. En France, ce ne serait pas possible.
En Chine, ils l'ont fait. Donc, mais avec l'absence de confinement dans la sphère personnelle, on peut parfois se poser la question. Donc voilà, il faut aussi pouvoir s'adapter à des différences culturelles. On opère dans des pays où officiellement il n'y avait pas de cas de Covid. Bon, enfin, les tests étaient positifs quand même, mais on faisait plus de tests qu'en France en revanche. Donc voilà, il faut pouvoir opérer ces différences et l'expliquer localement avec beaucoup de communication managériale. Ça, c'est bien passé. Deuxième question. Alors, je voulais juste rajouter qu'on va avoir une session spéciale avec Wano mercredi midi. On aura à la fois donc, le représentant de Wano Paris, mais aussi la représentante du NEI, en fait, du Nuclear Energy Institute, qui fera un point sur comment ça s'est passé aux États-Unis. Alors, deuxième question. Pensez-vous que le nucléaire, au final, sorte renforcé ou affaibli de la crise? Il y a eu plusieurs points de vue exprimés sur la place publique, donc qu'est-ce que vous en pensez? Philippe, tu veux commencer? Je pense qu'il sort renforcé si on enlève la volatilité de court terme. Pour moi, il sort renforcé parce qu'il répond de manière sûre, compétitive. Enfin, c'est un besoin de base. L'électricité est un besoin de base. Le nucléaire est un besoin de base qui n'est pas un gros budget. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de superflus dans les budgets disparaître. Sûr, compétitif, il a prouvé sa résilience et il n'est pas carbone. Donc, en tout cas, pour avoir eu des contacts, même par vidéo ministérielle récents en dehors de France, le cas de la France, je serais peut-être Étienne commenter, mais des positions même de notre nouvelle ministre qui sont là aussi pas si négatives que ça. Donc, pour moi, du fait de le renforcement du bas carbone et du fait de notre résilience pendant la crise, le nucléaire il sort clairement renforcé. Alors je partage l'avis de Philippe. Je pense que le nucléaire sort renforcé, mais pas sans. Il y a quelques risques devant nous parce que ça peut être un peu qui tout double. C'est-à-dire que si nous avons des problèmes d'approvisionnement en électricité cet hiver, par exemple, on peut être sûr que nos opposants profiteront de l'occasion pour expliquer que le nucléaire n'est pas fiable. En oubliant que le nucléaire s'est adapté à toute la période de crise et a absorbé à lui tout seul, je l'ai dit tout à l'heure, les variations de consommation et aussi de production avec un poids de fait des ENR qui était plus important. Bon. Donc nous avons encore l'hiver à réussir devant nous. Je ne doute pas du fait que nous allons le réussir. Et là, franchement, nous sortirons avec des arguments qui montrent que cette industrie, qui est une industrie très lourde, est aussi une industrie très souple. Et on a un outil de production qui est véritablement capable de s'adapter de manière profonde à des très grandes variations de la demande ou à des conditions d'exercice de nos activités qui peuvent être extrêmement perturbées. Donc c'est à la fois l'outil de production qui est adaptable et puis le secteur qui a su s'adapter et qui est très résilient. Ça, je pense que c'est un vrai point fort que nous pourrons faire valoir dans les discussions à froid. Après, moi, j'exprime un tout petit regret, c'est que durant la période de crise, on a, et c'est bien légitime, louer la continuité de service des services de santé. Ils étaient en première ligne. On a aussi parlé de tous ceux qui assuraient l'approvisionnement en alimentation, donc les boulangers, les bouchers, les supermarchés, etc. On a un petit peu moins parlé de ceux qui fabriquaient l'électricité. Donc, il n'y a pas eu de crise énergétique qui se serait ajoutée à la crise sanitaire. Je pense qu'une partie de nos concitoyens n'ont plus en tête le fait que l'électricité, il faut la fabriquer tout simplement. Cette continuité de service, on aurait pu peut-être en bénéficier un petit peu plus, ce qui fait que l'image du nucléaire en serait sortie encore plus renforcée. Mais j'y vois quand même globalement une opportunité, il n'y a aucun doute. Est-ce que vous avez estimé la période maximale sur laquelle l'organisation de crise mise en place aurait pu tenir? Et je rajouterais presque une question, c'est imaginons qu'il y ait une deuxième vague, est-ce que vous y êtes préparé? C'est une question qui est très difficile, mais Philippe, puisqu'elle est très difficile, je te laisse répondre dès le début, on avait supposé qu'il fallait tenir longtemps. Et
avec EDF, on avait échangé effectivement sur 3-4 mois. Bon. Je pense qu'elle pouvait tenir 6 mois. Au bout d'un moment, il y a en revanche une question de fatigue personnelle. J'ai même retourné le problème plus sur l'éducation nationale, c'est-à-dire pour toutes les familles avec enfants. La question, c'était plus une question d'apprentissage parce que bon, après, d'un point de vue purement opérationnel, on aurait pu tenir 6 mois. Ensuite, sans présence commune, sans projet de transformation, etc. Il y a un moment où peut-être en mode dégradé, il faut nous passer en mode survie, il faut passer de mode gestion en mode survie. Je pense qu'au-delà de 6 mois, ça ne sera pas forcément très raisonnable. Deuxième vague, elle est un peu différente à cause de son aspect sphère personnelle, c'est-à-dire pas de confinement à l'extérieur. Donc, on est un peu plus malin que la première fois, mais il faut rester humble, parce qu'on ne sait pas quelle forme elle peut prendre. Et puis aujourd'hui, c'est l'aspect international qui nous pénalise aussi, puisque bon, la France est clairement en zone rouge pour beaucoup de pays, et même avoir des réunions avec le gouvernement allemand, ça devient vraiment compliqué. Non seulement sur le papier, mais même dans la pratique, puisqu'il faut une semaine pour avoir des tests Covid, et quand vous devez avoir le résultat de moins de 48 heures pour passer la frontière, il y a des tas d'autres aspects qui apparaissent. Mais globalement, effectivement, on a plus de moyens de lutte que la première fois, mais les risques sont différents. Je partage le point de vue de Philippe, on aurait pu tenir encore plusieurs mois. Après, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que forcément, ça aurait eu un impact plus important sur notre capacité de production. Cela étant, si la crise avait duré avec la même intensité plusieurs mois, on peut imaginer malheureusement que la consommation aurait encore baissé. C'est difficile de se lancer dans une prospective, mais l'organisation de crise telle qu'elle a été mise en place n'était pas une organisation qui était à bout de souffle lorsque nous avons décidé de l'alléger. On s'était vraiment inscrit dans un dispositif qui pouvait durer. Et la deuxième vague, qui est un peu différente, comme l'a dit Philippe, qu'on connaît aujourd'hui, on l'aborde finalement de manière plutôt sereine, parce que les organisations sont rodées, parce qu'on a encore plusieurs crans. On est parvenu au niveau de crise fort heureusement du printemps, donc on a encore plusieurs crans. On n'est plus en terre inconnue, même si en effet il faut rester extrêmement humble devant tout cela. Ce qui est préoccupant, je trouve, ce sont les conséquences économiques et qui affectent d'une manière ou d'une autre la filière qui commence à se produire. J'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure sur la consommation d'électricité. Elle s'est redressée durant l'été, mais elle est aujourd'hui inférieure de 5% à ce qu'elle était en septembre dernier, ce qui veut dire que la reprise de l'industrie ne se fait pas au bon rythme, et cela, ça affecte nos partenaires industriels qui ne travaillent pas que chez nous. Donc, la question qui est la plus préoccupante, je trouve, est la question de l'impact sur le tissu économique de cette crise sanitaire, dont on voit que il est loin d'être absorbé. Et cet indicateur de consommation d'électricité en baisse, c'est quelque chose qui est très préoccupant. Alors, il faut avoir en tête que 5% sur la consommation d'électricité, c'est quelque chose d'énorme. La consommation d'électricité, c'est très stable. En général, ça fait du plus ou moins 1%. Là, on est à une amplitude qui est plus de 2 fois ce que l'on a l'habitude de voir. Donc, c'est ce point-là qui est, je trouve, très, très préoccupant. C'était en effet la prochaine question. Donc, on va passer à la prochaine. Aux États-Unis, qui ont été très touchés, qui sont toujours très touchés par la crise, est-ce que vous avez des retours sur les conditions d'exploitation des sites nucléaires? Alors, moi, j'ai des informations assez succinctes parce qu'on a été essentiellement en lien avec nos collègues européens. Ce que j'en ai retenu, et Philippe aura une vision beaucoup plus précise que la mienne, je pense, c'est quand même une assez grande diversité de réactions des exploitants, allant de quasiment on vit normalement à on n'arrête plus. Donc, il me semble, c'est du moins ce que j'en ai compris, que il n'y a pas eu une seule réaction, mais des mesures très, très diverses en fonction certainement des États et puis peut-être aussi des exploitants. Oui,
oui, tout à fait. Et puis surtout que dans le temps, à la fois dans l'espace et dans le temps, la crise n'était pas au même endroit, au même moment. D'un point de vue sanitaire aux États-Unis. La demande aussi a beaucoup varié. Mais globalement, dans le monde, quand même, une très forte résilience des centrales. Enfin, je veux dire, la baisse de production, quand il y en a eu, et comme soulignait Étienne sur la France, c'est plus dû à des facteurs en général externes que à la capacité de la centrale elle-même à vivre. Donc, une autre question, quelles sont les mesures que vous allez conserver? Alors, vous en avez parlé un petit peu, mais en gros, quel est votre top 2, top 3? Alors, l'idée est celle qu'a développée Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, la crise nous a permis d'aller à l'essentiel. Les lignes de décision ont été raccourcies. Certainement, en ce qui nous concerne, davantage décentralisées. Et puis, nous avons été amenés à prendre des mesures de sanctuarisation de certains lieux. Je pense en particulier aux salles de commande, qui sont des sujets sur lesquels les bénéfices sont assez nombreux. Donc, l'idée générale, c'est comment, à partir de cette situation de crise, gardons-nous le bon côté, qui est cette capacité à aller à l'essentiel. Ça fait partie des sujets qui sont portés par notre projet managérial à la DPN. Finalement, on a montré que c'était possible. Maintenant, comment on fait pour que ça continue? Et ça passe par un mélange de cohésion et de bon calage sur le sens de tous les acteurs et d'initiatives laissées au terrain pour prendre la bonne décision à partir du moment où on a bien compris et on est bien aligné sur le sens. C'est pas la peine de prescrire jusque dans le moindre détail. On est bien plus réactif et bien plus pertinent si on peut décider au plus près du terrain. Je pense que c'est ça un des arguments essentiels. Et puis le deuxième point, et c'est plutôt en matière de sûreté, c'est comment garde-t-on le bénéfice de cette protection de la conduite sur ces activités à fort enjeu. J'en ai oublié un troisième qui est le bénéfice que l'on tire aussi de la capacité qu'on a à sanctuariser des gens sur des périodes de travail où ils doivent pouvoir se concentrer. Alors, évidemment, en termes de sanctuarisation, le travail à distance, c'était assez radical. Mais au-delà du travail à distance, certaines personnes sont sur des tâches qui nécessitent de ne pas être interrompues, d'avoir le temps d'éplucher des dossiers en profondeur ou de se concentrer sur des préparations d'activités. Dans notre culture, et il y a toujours une tentation d'être happé par l'actualité de la machine, ce qui fait que ce travail est souvent un peu trop segmenté sur nos sites. Là, on a vu tout le bénéfice qu'on tirait en matière d'efficacité, tout simplement, à pouvoir s'y consacrer de A jusqu'à Z des journées entières du fait de l'isolement. Maintenant, il faut arriver à faire la même chose sans l'isolement, de manière à garder le bénéfice de cette efficacité sans avoir les inconvénients de la perte du lien social et de cohésion que l'on a dans les équipes. Mais je pense que cette nécessité d'avoir des équipes clairement dédiées au temps différé pendant que d'autres s'occupent du temps réel, c'est quelque chose qu'on porte régulièrement, mais la tentation du temps réel est très forte, et est une sorte d'évidence qui est née de la crise et sur laquelle il faut absolument qu'on pérennise, puisque c'est très efficace. Philippe? Oui, bon, et Étienne a tout dit. Je voudrais juste peut-être conclure avec de l'humilité, parce que c'est pas évident. On peut dire être d'accord sur l'essentiel et les actions qui en découlent, c'est du ressort du processus de décision. Pas que. En période de crise, ça suppose d'être aligné et cohésif sur la même perception, sur la même communication, sur qu'est-ce qui est essentiel et des actions à prendre. Quand ça va vite, en information imparfaite, c'est plus compliqué qu'on ne le pense, et donc ça nécessite un travail à froid qui ait suffisamment d'échanges pour que chacun ensuite, face à une situation en nature imprévue, commence à analyser, à réagir et de manière cohérente, d'ores et déjà, et décentralisée, comme a dit Étienne. Donc, je pense que voilà, Étienne a tout dit, mais c'est pas si facile. Voilà, en tout cas en ce qui me concerne. Et donc l'objectif, c'est pas bête d'ailleurs. C'est
tu le dis, Étienne, et c'est pas si facile, donc ça nécessite pas mal de boulot pour être encore plus près les fois précédentes. Même s'il y avait eu le SARS, on voit que voilà, la préparation n'était pas parfaite, tout n'était pas écrit. Il ne faut pas d'ailleurs que tout soit écrit, je partage complètement. Mais c'est pour l'entreprise, même pour l'innovation, dans tas d'autres sujets, être comme ça, avoir une perception commune de l'essentiel, s'y tenir, avoir en face, et sans que ça nécessite des processus ultra lourds, c'est un beau challenge. Merci beaucoup tous les deux pour cette session du midi. Donc, je vous invite à nous rejoindre aussi, ainsi que tous les participants, et merci pour vos questions pour le deuxième module qui aura lieu cet après-midi à 5 heures, qui s'appellera « La gestion de la crise au jour le jour », et où nous accueillerons Cécile Arbouille du GIFEN, Hervé Maillard du CSFN, Aurélien Louis du ministère de la Transition écologique et solidaire et Franck Tariet de la Direction générale des entreprises, et où nous parlerons justement des rapports de la contribution des associations du nucléaire et aussi des échanges avec les pouvoirs publics, c'est un thème que vous avez un petit peu abordé. Donc on ira en détail là-dessus. Merci beaucoup et puis à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.